Eh bah écoutez, moi je vous propose que sans plus tarder, on accueille notre invité de la semaine pour parler justement de ça, entre autres, Hugo Travers. Bonjour. Salut mon bro. Ça va? Ça va et toi? J'ai adoré C'était de Vincent, le petit visuel à la fin, tu l'as pas vu? À la fin? Ouais, bah tu te souviens, c'est une photo. Ah bah, oh, la fou, là. Historique. Historique, absolument extraordinaire. Première question, on va y aller direct justement. Est-ce que tu veux réagir à ce qu'a dit, Vincent dans son PowerPoint, justement, le côté, Ouais. le niveau de production qui ne fait qu'aller de l'avant? Est-ce que c'est ton cas à toi? C'est mon cas à moi, je pense que c'est le cas de beaucoup de créateurs de contenu, et je pense qu'au-delà d'ailleurs de la question du niveau de production, c'est une question plus large, parce que ça fait des années finalement que pas mal de créateurs de contenu en parlent, des difficultés qu'ils peuvent avoir en tant que créateurs de contenu face à cette pression qui peut prendre différentes formes, via l'algorithme, via le retour des personnes, via le regard et quand tu regardes ce que peuvent faire aussi d'autres créateurs de contenu. Et donc effectivement, je pense moi je considère typiquement dans mon cas que je suis dans une situation qui est ultra privilégiée de pouvoir faire ce que j'aime faire et d'avoir les moyens de le faire, surtout dans un domaine dans le journalisme où c'est quand même extrêmement précaire, extrêmement compliqué. Mais c'est vrai aussi que quand on parle de créateurs de contenu, il y a une réalité qui est plus difficile pour beaucoup de créateurs. Au-delà de l'aspect purement financier, qui pour en vrai l'immense majorité des créateurs de contenu est souvent très difficile, il y a aussi un enjeu qui est important sur cette question-là du rythme à tenir. Et je pense que c'est lié aussi à une forme de concurrence qui s'installe au fur et à mesure, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, il y a une forme de concurrence. Tu penses qu'on parle en concurrence? En fait, il y a une concurrence, c'est-à-dire que quand tu te lances sur YouTube, je pense que tu penses pas à ça. Tu te lances sur YouTube autre chose parce que tu veux partager des choses. Et en fait, au fur et à mesure, tu te retrouves avec un retour soit de l'algorithme qui va pousser ta vidéo ou non. Tu te retrouves avec des commentaires de gens, c'est pas dans mon cas, mais typiquement là je crois que Mastu en parlait, de gens qui disaient attends mais pourquoi est-ce que tu fais telle ou telle vidéo plutôt qu'une autre. J'avais posé la question, toi ça t'arrive tu la ressens cette pression du public ou pas plus que ça? Moi très peu. Moi honnêtement la pression du public sur ça assez peu, mais je sais que plein de potes de youtubeurs ont ce truc là. Et encore une fois, on a une situation qui est très privilégiée pour plein de raisons, donc on n'a pas à se plaindre, je pense, de ça. Mais puisque c'était la chronique de Vincent, j'en parle, et c'est vrai que c'est un sujet qui peut être présent et qui peut mener à des situations de burn-out ou autre chez les créateurs, et ça, c'est une réalité, je pense qui est très présente. Mais d'autant plus qu'après, quand tu bosses avec plein de gens et que toi, tu as ta propre pression parce que ton nom est une marque aussi, et donc c'est toi, tu es engagé vraiment là-dedans, tu vas avoir des exigences avec toi-même. Il y a quand même un risque énorme aussi que tu les reportes aussi sur tes équipes et que tu attendes, mine de rien, parfois trop, beaucoup, et que tu stresses aussi tes équipes. Ouais. Comment être un bon patron, Hugo? Non, mais super bonne question. Et en vrai, pour moi, il y a deux choses. Déjà, premièrement, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui n'arrivent pas tout court à déléguer. Et parce qu'ils se disent, putain, j'ai peur que les gens... Je suis comme ça, moi. C'est pour ça que je suis pas... Non, mais alors, on parlait de tous les gens qui montent en gamme. Moi, je suis en gamme moyenne depuis... Mais non, c'est pas... En fait, il n'y a pas de jugement là-dessus. Il y a plein de gens qui restent, ils se disent, je garde une petite équipe où je fais les trucs tout seul. Et c'est... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir dessus. Je trouve ça cool. Et en soi, chacun fait comme il veut, quoi. Mais il y a des gens qui veulent déléguer et qui parfois ont peur parce qu'ils se disent, oula, je sais pas, est-ce que ces gens peuvent faire aussi bien que moi? Alors que oui, souvent, moi, je sais que sur des sujets de montage, par exemple, je suis catastrophique. Des gens le feront mieux que moi. Et sur la question du management là-dessus, je pense que s'il y a des erreurs aujourd'hui sur des actus, sur des choses, ça me retombe sur moi, et à juste titre, parce que il y a mon nom dessus, je suis à la tête du truc aujourd'hui et ça me paraît normal. Et ouais, je pense que c'est à moi aussi de faire attention à ça, de faire en sorte. Mais t'as pas appris à être un patron, t'as pas appris à être un chef, tu peux merder. Ouais. En vrai, tu peux complètement merder, c'est des choses qui peuvent arriver. Et je pense que c'est aussi un truc où les créateurs de contenu ne sont pas formés à ça. Donc déjà, ils ont du mal à déléguer. Et si c'est le cas, je pense que typiquement, le bon truc, moi, ce qui c'est de plus en plus, j'ai l'impression, c'est qu'il y a pas mal de créateurs de contenu qui s'entourent d'une sorte de bras droit au départ qui va les aider à avoir ce côté plus gestion d'entreprise, si on peut dire ça comme ça, sûr, ouais. Pour que toi, en tant que créateur de contenu, tu te concentres sur ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover chez toi, par exemple? Non. En l'occurrence, la plupart des gens qui sont là restent depuis des années. Payes bien? Ouais, je les paye bien. C'est des pigistes ou c'est des vrais contrats? Non, c'est des vrais contrats. C'est beaucoup de salariés au sein de l'équipe, beaucoup de CDI, beaucoup plus que dans la plupart des médias en proportion. Et puis même, s'il y a des personnes qui viennent en stage... tous bien payés et payés systématiquement, déjà, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les médias. Il y a des gens qui parlent de Dash dans le chat, et oui, effectivement, moi aussi, j'ai fini par m'entourer de quelqu'un après moultes années. J'ai juste pris 7 ans de plus que toi, mais j'ai fini par m'entourer aussi. pour c'est un peu la solution, quoi. Je te disais, moi, je me suis lancé en étant créateur de contenu avec cette dimension-là.
il y a développer une entreprise finalement, parce que c'est une entreprise, c'est un métier et c'est des choses qui doivent se faire, et donc il y a des gens qui savent le faire, quoi. Alors, on voulait discuter avec toi déjà de ça, et merci encore Hugo d'avoir accepté de venir sur le plateau, mais on voulait parler justement d'un contenu que tu as sorti la semaine dernière, une vidéo, un reportage que tu es allé filmer sur place en Ukraine pour parler du conflit. Il se trouve que tu avais prévenu personne que cette vidéo allait sortir, tu l'as préparée, tu l'as travaillée avec une discrétion que tu t'es imposée à toi-même pour des raisons de sécurité ou Ouais, sur le moment, on voulait pas communiquer sur le fait qu'on y était tant qu'on n'avait pas produit notre contenu. Et puis nous-mêmes, on avait prévu de faire quelque chose, mais au fur et à mesure, on a affiné tout ça, donc on voulait pas communiquer dessus avant, et voilà, on s'est dit autant en parler dès que la vidéo sortira. Alors, qu'est-ce que tu voulais montrer? C'était quoi ton objectif éditorial avec ce reportage? Il y avait plusieurs objectifs, mais déjà, on a remarqué nous-mêmes avec mon équipe que il y avait un intérêt. Et un intérêt dans le sens, s'intéresser à ce sujet qui baissait au fil des semaines concernant cette guerre en Ukraine. Oui, c'est vrai. Et notamment auprès des jeunes qui sont assez nombreux à suivre la chaîne. Et on se disait, OK, comment est-ce qu'on peut en parler? Comment est-ce qu'on peut en faire en sorte que ce sujet soit toujours intéressant et concernant pour ceux qui nous suivent? Et il y a quelques années, moi, j'avais regardé un documentaire qui s'appelle Pour Sama. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Ça me dit quelque chose. Et au passage, un excellent documentaire sur la guerre en Syrie, qui en fait était une plongée à l'intérieur de la guerre en Syrie par une famille sur place. Et c'est un documentaire qui était ultra fort, et j'étais allé le voir à l'époque. Et je m'étais dit, OK, c'est fou parce que je parle moi-même de la guerre en Syrie sur ma chaîne, mais j'avoue que j'en parle avec, parfois j'ai l'impression, une forme de distance, parce que, OK, on parle de mouvements sur une carte, on parle de discussions entre chefs d'État, mais ça a un impact direct à tout point de vue pour la population. Ouais. Et là, dans ce cas précis, alors, on n'a pas du tout la prétention de faire un truc aussi bon que ce docu que j'évoque, mais on s'est dit, OK, on sent qu'on devient pas théorique, mais ça devient un peu lointain, quoi. On parle de discussions de chefs d'État, on parle de sanctions économiques, mais de chiffres, sans parler de l'aspect concret. Et on s'est dit, OK, c'est intéressant d'aller sur le terrain et de montrer pour des jeunes de notre âge quel impact est-ce que ça peut avoir, quoi. Donc, on a un extrait d'ailleurs que tu peux commenter si tu veux. Enfin, on va le regarder et on en parle juste après. Ça marche. Ce train à couchette, il est à la fois très classique et très particulier. Classique parce que a priori il y a tout ce qu'il faut pour passer une bonne nuit et passer les 14 prochaines heures confortablement. Et en même temps, on comprend qu'on est très clairement en zone de guerre. Déjà, première chose, on vient de passer 3-4 heures de contrôle aux frontières entre la Pologne et l'Ukraine. Par ailleurs, on le voit ici, toutes les vitres de ce train sont recouvertes comme ça de scotch, avec un objectif très clair, faire en sorte qu'en cas d'explosion ou de souffle, en fait, les vitres n'aillent pas sur nous tout simplement. Et enfin, dernière chose, à l'instant, le responsable de la rame vient de nous dire d'éteindre les lumières pour faire en sorte que le train ne soit pas visible et que ce ne soit pas donc une cible pour les Russes. Donc on va éteindre les lumières tout de suite et essayer d'aller dormir. C'est un peu la particularité de ce type de format qu'on va retrouver sur Internet, la mise en scène de soi pour montrer la réalité. Puis t'as pas obéi tout de suite, hein. Il t'a dit éteins les lumières. Attends, je finis mon plan. Ouais, et encore après sur ce format-là, sur l'incarnation, là c'est un des rares plans où je suis comme ça à l'écran, mais c'était aussi l'idée de surtout donner la parole à ceux qui sont présents sur place. Il y a assez peu de plans, on me voit sur le terrain en soi, moi en train de marcher des endroits ou autres, et c'était un peu le choix. En fait, il y a une journaliste de l'équipe, Anaïs, qui a travaillé avec moi sur ce docu, qui me disait, OK, il faut qu'on fasse un truc en Ukraine, et moi mon premier truc c'était genre, OK, oui c'est intéressant parce que justement on voit que c'est intéressant de parler de ce sujet en allant sur le terrain, mais je veux pas non plus la jouer genre Tintin reporter ou je sais pas quoi, et je suis en mode, OK, mais faisons un truc où... On va en parler. Voilà. On va en parler. Antoine, t'avais une question, je crois. Ouais, justement sur cet aspect-là, est-ce que c'est pas lié aussi au fait que, comme tu disais tout à l'heure, ton nom était devenu une sorte de marque et qu'il y avait besoin justement d'avoir une personnalisation dans le type de production que tu pouvais mettre en place, et notamment dans ce reportage-là. Alors certes, peut-être pas Tintin reporter, mais que quand même, on voit que c'est toi qui va au contact des gens. Et est-ce que tu penses que pour intéresser justement la jeune génération en particulier, on a besoin d'avoir des contenus qui sont hyper personnalisés, à la fois dans la mise en avant de celui qui fait l'interview, et aussi dans le type de production, dans le type d'interviews qui sont faites, où c'est des personnes à qui tu parles, et plutôt que de prendre du recul par rapport à la situation? Je pense que ça joue, et c'est vrai que dans mon cas, la chaîne a toujours été incarnée, il y a mon prénom dans le nom du truc, donc forcément on va pas faire comme si c'est pas incarné, et même si aujourd'hui il y a d'autres personnes qui incarnent des contenus sur la chaîne, dans nos formats d'actu du jour ou autres, là dans le cadre de ce docu par exemple, ouais forcément il fallait y avoir un minimum
parce que ne serait-ce que je fais des interviews, faut je suis présent et donc forcément c'est quelque chose qui est visible. Je pense que c'est aussi un enjeu pour nous de bien doser le truc, c'est-à-dire que typiquement là dans un sujet comme ça aurait été pour moi malvenu de la jouer justement à être présent sur tous les plans ou la jouer en mode zone de guerre, je ne sais quoi. En réalité, on a rencontré des gens sur place, on raconte ça, on raconte aussi les coulisses de comment est-ce qu'on y est allé. C'est typiquement ce qu'on a fait là parce que ça a été assez peu couvert, je trouve, et on n'imagine pas forcément pour aller sur le terrain en Ukraine, quand on est journaliste, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut une autorisation de tournage, il faut des assurances, il faut des trucs. On a essayé aussi d'un peu expliquer ça, mais en même temps, je pense que c'est beaucoup moins incarné que d'autres reportages qu'on a pu faire, où là, on se le permettait un peu plus parce que le sujet soit un peu plus léger. Un reportage qu'on avait il y a des années sur le championnat de France de lecture rapide. Globalement, l'enjeu n'est pas le même et c'est des trucs qui sont plus insolites ou plus légers, quoi. Ouais, on avait reçu l'année dernière Simon Puech qui avait, donc c'est pour ça évidemment le point de comparaison, on y arrive. Mais oui, on voulait en parler avec toi. Oui. Simon Puech sur le plateau de Backseat, qui avait fait réagir. Il était allé en Syrie, lui en l'occurrence. Alors je sais pas si t'avais vu l'extrait de plateau, mais où il disait moi je suis allé, je veux des images de tanks avec mon fixeur. Je lui disais je veux des canons, je veux des trucs parce que moi il me faut des images parce que les gens ils veulent des images sur YouTube. Et c'est vrai que je lui avais dit on dirait un méchant un peu dans les séries là. C'est pas le bon rôle ça. Et donc j'avais un petit peu peur au début quand tu pars et que tu fais les 2 premières villes en banlieue et que tu montres vraiment les dégâts et tout. D'accord. J'étais assez sceptique au début. Merde, j'espère que ça va pas être que ça. Et après j'étais vraiment très agréablement surpris par toute la suite du sujet. C'était vraiment c'était vraiment bien. Et je sais plus, j'avais pas de questions. Je veux juste dire que c'était bien. Non, alors moi je vais la poser la question parce que pour le coup, c'est quoi la frontière entre le war porn, si tu veux, un petit peu je vais vous montrer de la guerre et comment t'as dealé avec ça? Tu connaissais les risques avant, tu savais ce que tu voulais pas faire. Comment t'as choisi la justesse de ton ton? C'est dur, surtout qu'on a, tu vois, dans le cas du docu ici, en fait, j'avais fait un docu en Amazonie il y a 2-3 ans maintenant, juste avant le Covid, et pour parler de la déforestation et des sujets sur place. Et c'était notre premier gros format, on va dire, sur la chaîne. Et on avait été giga frustrés parce qu'en fait, on avait mis quand même pas mal de temps et de moyens dessus. Et la vidéo avait fait très peu de vues par rapport à ce qu'on fait normalement. Et on se disait, merde, putain, on a bossé comme un fou dessus. Et c'est un sujet qui est important. Et juste, les gens s'en battent les couilles, quoi. Et en tout cas, il y a peu de gens qui s'y intéressent. Et donc là, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour trouver un équilibre où on veut pas trop incarner le truc et en même temps, on sait que ça peut jouer certains trucs. Nous, là, comment est-ce qu'on a fait ici? Donc, tu l'as vu, du coup, c'est au final assez peu incarné sur le terrain. Et j'ai essayé de faire en sorte que ce soit le moins possible. Donc, privilégier la voix off plutôt que des plans sur le terrain où je la joue en mode là, je suis ici, il se passe ça. Il y a beaucoup de trucs qu'on a tourné. Formel, du coup, je pense. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de ça. Et puis après, il y a des. Là où c'est pas évident, c'est une sorte d'équilibre à avoir dessus, honnêtement. Je ne saurais pas le dire autrement, mais c'était... Mais ce que soulevait Simon aussi sur le plateau l'année dernière était assez intéressant. Il le faisait avec beaucoup de cynisme, mais il disait qu'en fait, c'est le jeu dans les zones de guerre. Il disait, je suis loin d'être le pire de ce que j'ai rencontré sur le terrain. Tu peux demander à un char d'assaut de tirer pour toi si tu le filmes, c'est $1000. En gros, c'est sordide. C'est vrai, non mais c'est le cas. Hein. Et c'est le cas. Et il y a des là-dessus, il y a alors le film n'est pas incroyable, mais ce truc est intéressant dans le film France, je sais pas si ça vous parle. On suit oui, je l'ai vu. Oui. Bon, on suit, je crois que c'est Les Assez Doux. C'est pas le meilleur film. Non, mais c'est pour ça une reco en demi-teinte. Mais en fait, on voit ces séquences où effectivement la journaliste se met en scène sur les trucs. C'est effectivement une réalité. Et en même temps, tu peux pas ne pas montrer des choses que tu vois et qui sont dures parce que c'est aussi la réalité. Donc c'est une forme d'équilibre, je pense, à trouver. Et je trouve que le meilleur truc à se dire là-dessus, c'est qu'il faut montrer ce que tu as vraiment vu, quoi. Nous, dans notre cas, on n'était pas à l'est et on monte de toute façon sur la carte, on n'était pas sur le front pour dire les choses. Donc on n'a pas vu. T'as pas demandé à ce qu'on mette des petits débris devant, là, s'il vous plaît, ce sera un peu mieux. Le souffle de l'explosion, c'est sympa. Non, mais on raconte ce qu'on a vu, y compris qu'à Kiev, la vie était, franchement, avait complètement repris quand on y était. Alors depuis, c'est plus dur, mais à ce moment-là, ça avait repris. Et je pense que c'est un truc qui est de se dire, ok, être conscient que même si on est sur le terrain, on voit pas tout. Et je pense que ça vaut le coup de le décrire et de faire preuve de transparence là-dessus. On a vu ça, on n'a pas vu ça. Hugo décrit. Exactement. Sacha. Moi j'ai une question sur la création de ton format. Tu as un public qui est ultra jeune. Comment tu te dis il faut pas que je fasse de la télé sur un documentaire? Comment tu le penses, ton format, pour te dire il faut quand même que je sorte des BFM TV qui sont sur le terrain H24 pour le coup et toutes ces chaînes d'infos en continu?
En fait, si on parle du côté télé, il y a plusieurs trucs, mais s'il y a le côté moyen de production, nous, clairement, on a assumé d'avoir plus de moyens que ce qu'on faisait normalement. Enfin, un docu comme ça, c'est plus de 60 000 € pour le faire, donc forcément, ça coûte cher. Mais en même temps, sur le côté télé, ce qu'on voulait pas, c'était juste l'actualité au quotidien, au jour le jour, d'une chaîne d'info, par exemple. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va pas aller non plus sur le front, voir le dernier événement ou interviewer un politique sur une situation à un instant précis. Parce que nous-mêmes, déjà, on peut en parler dans nos formats d'actu du jour, donc c'est pas forcément pertinent. Et en plus de ça, il y a d'autres choses à aller raconter. Et des jeunes qui nous racontent comment est-ce qu'eux vivent la guerre au quotidien, je trouve que c'est intéressant à aller montrer. Et encore une fois, il y a un peu l'idée pour nous, je pense, de se dire, comme moi, le docu pour Sama m'avait chamboulé, il y a un truc à aller montrer ce qui se passe. On est à des années-lumière de ça, mais dans l'esprit, c'est un peu ce qu'on voulait faire. Et je pense qu'on le fera dans d'autres pays, ou y compris en France, sur d'autres sujets après. On voulait discuter aussi avec toi, avant de se séparer, mais sur la question de la perception du conflit en Ukraine. On l'a abordé très rapidement au début en disant, c'est vrai que il y a un recul dans l'opinion de l'intérêt pour le sujet Ukraine. Pour plein de raisons. Parce qu'on a le sujet retraite qui est arrivé en France, parce qu'on a eu le sujet sécheresse l'été dernier, et là ça revient. On a eu la présidentielle en plein milieu. Moi, ça m'interroge beaucoup sur la manière qu'on a de traiter l'info, entre l'information de l'invasion en février dernier, il y a un an, l'effroi, la peur, l'horreur, les questions très pratico-pratiques, puis présidentielle, etc., où est-ce qu'on en est, finalement l'échec ou le semi-échec de la Russie, et puis en fait, ça recule dans les informations du JT le soir, alors que c'est toujours aussi effroyable, que c'est toujours une réalité. Je ne sais pas exactement ce que ça dit, à part dire on vit dans une saucisse. Enfin, je ne sais pas très bien quoi en dire de cette réalité médiatique, du fait que moi, parfois, je me pose la question de la futilité des sujets. On est en train de discuter là du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel. C'est important, la réforme des retraites, évidemment, mais il y a la guerre en Ukraine en même temps. Est-ce que c'est une réflexion que tu as, toi aussi, dans le traitement de l'actu quotidien ? Ouais, on l'a honnêtement, et je ne pense pas qu'on soit parfait, mais on le voit parce que sur les actus du jour, par exemple, donc il y a un format qu'on fait sur YouTube et en podcast, ou même d'ailleurs avec des déclinaisons sur Insta ou autre. Sur ce format-là, forcément, on est sur l'actualité quotidienne. Et donc, on peut se retrouver avec les mêmes biais ou les mêmes défauts que peuvent avoir certains médias, parce que c'est l'actu au jour le jour. Et si, je prends le cas parlons de la guerre au Yémen, alors ça s'était calmé pendant un moment, mais là, ça a quand même repris, ou même la guerre en Ukraine, s'il se passe rien pendant 3 jours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une nouvelle annonce, une nouvelle déclaration, ce ne sera pas à la une des médias, mais la guerre, elle se poursuit. C'est-à-dire que la situation, elle se poursuit. Et nous, la solution qu'on essaie d'avoir là-dessus, c'est de se dire, OK, on assume que les actus du jour, c'est quand même ces nouveautés, ces nouvelles actualités qui tombent, en faisant en sorte d'avoir quand même une mise en contexte, mais c'est ces nouvelles actualités. Et on a d'autres formats, typiquement là, des formats plus longs. On est en mesure de se plonger plus en détail avec un plus de recul. Mais on pourra en parler pendant des heures. Enfin, nous-mêmes, on se pose la question. Antoine. Tu m'avais dit de ne pas faire le prof, mais je vais le faire un tout petit peu. Fais-le, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai que quand tu regardes les différentes enquêtes d'opinion, tu vois qu'il y a un intérêt des Français pour cette question-là qui est beaucoup moins important. Il y a un an, c'était 8 Français sur 10 qui en parlaient au moins une fois dans le mois. Là, on n'est plus qu'autour de 5 sur 10. Et même, tu vois que le soutien par rapport au fait de livrer des armes, par rapport au fait d'avoir des sanctions financières, même l'image positive de l'Ukraine, elle a complètement baissé dans toutes les enquêtes d'opinion. Et ce que l'on sait, justement, là, mon moment prof, c'est que c'est les sujets internationaux où tu vois des dynamiques d'opinion qui sont les plus importantes. C'est-à-dire que quand tu vas avoir un événement qui va arriver sur le devant de la scène, les gens vont être choqués généralement par ce qui se passe et vont être prêts à faire à peu près n'importe quoi de ce que les gouvernements vont leur proposer à ce moment-là. Et puis, on va avoir quelques mois plus tard, une baisse de l'intérêt qui est majeure. Et ça, c'est vraiment typique pour les sujets, pour les questions internationales. Et en vrai, là-dessus, si je peux juste compléter, ce qu'on voit nous-mêmes sur ce format d'actu du jour, où forcément on poste 5 fois par semaine, donc ça nous permet aussi de voir des choses, on voit qu'on est aussi en mesure d'imposer notre agenda. C'est-à-dire il y a une responsabilité. Voilà, il y a une responsabilité là-dessus. Et nous, 2-3 exemples, mais ces derniers jours, on a parlé alors sur des sujets sur la guerre en Ukraine, ou alors de la question de la santé mentale des jeunes, avec des chiffres ultra alarmants, ou la question du mal logement en France avec le rapport de la Fondation Abbé Pierre. C'est pas des sujets qui étaient à la une des médias. Ils étaient évoqués, mais ils n'étaient pas à la une. Tu as participé à mettre à la une, je te rappelle, des sujets. Tu parles de la santé mentale des jeunes. Tu as des vidéos qui ont participé à avoir fait monter un sujet. C'était pendant le confinement, je crois, entre les 2 confinements. Tu as aussi acquis cette stature-là aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu as sorti ta vidéo sur ce sujet-là, les témoignages que tu as mis en avant, etc.,
dans les rédactions à Paris, ça parlait. C'est-à-dire que c'était l'introduction du sujet en réunion de rédac, c'était oui, le truc d'Hugo, là, hier, vous avez vu, il faut qu'on en parle, etc. C'est-à-dire que t'as mis, et on t'en remercie d'ailleurs, parce que le sujet de la santé mentale, c'est vrai qu'aucun journaliste n'était parti pour faire un long papier dessus. Mais grâce à toi, ils l'ont fait. Mais c'est clair, mais faut pas oublier à quel point les médias ont justement un pouvoir hyper prescripteur par rapport aux sujets qui sont mis en avant. Enfin, c'est pas comme s'il y avait l'actualité avec un grand A et que derrière, les médias traitaient cette actualité-là qui s'imposait à eux, mais il y a aussi des choix éditoriaux qui sont faits, et justement, dans les choix qui sont faits, ça va avoir une influence sur l'opinion publique, et ça va aussi avoir une influence sur la construction de ce problème public, qui d'ailleurs sera plus ou moins pris en compte par et rien ne t'obligeait à parler de Pierre Palmade. C'est vrai. C'était pas la une de nos vidéos, tu vois. Bon, c'était dans les en bref parce que. Mais oui, j'ai vu que tu en as parlé quand même. Mais c'était dans l'heure en bref. Mais t'étais pas obligé. Et souvent, nous, on a un équilibre, on se dit, ok, il y a des sujets que plein de médias évoquent, et parfois c'est pas toujours très clair, et il faut quand même l'aborder, et donc on les évoque. Et parfois il y a des sujets qu'on veut pousser nous-mêmes, et c'est un peu l'équilibre des deux qu'on essaie d'avoir. Et ouais, c'est Pierre Palmade, bon, c'était pas l'une de nos actus, mais effectivement on l'a évoqué une ou deux fois. Merci Hugo. Effectivement. Merci Hugo d'être venu sur le plateau de Backseat. On peut te retrouver, on est là aussi pour aider les gens à se faire connaître, donc on peut te retrouver sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, etc. Bon courage. Ça fait super plaisir de t'avoir reçu sur le plateau de Backseat. Merci, c'était trop cool. Voilà.